Le français par la méthode nature, chapitre 42. 42e chapitre. Charlemagne. Pendant les longues soirées du premier hiver que Marianne a passé en France, la famille se réunit souvent devant la cheminée du salon. Voilà, c'est ça la cheminée. Et le grand-père raconte alors à sa belle-fille et à sa petite-fille les plus belles pages de l'histoire de France. Car le vieux monsieur Daumier a enseigné l'histoire de France au lycée de Nantes jusqu'à l'âge de 60 ans. Un soir de novembre, après le dîner, qui ce soir-là avait été particulièrement bon, Marianne demanda donc à son beau-père « Ne voulez-vous pas nous raconter quelque chose, beau-père ?»« Vous raconter quelque chose? Volontiers, mais quoi? Je ne sais pas beaucoup d'histoire, lui répond monsieur Daumier. Vous ne savez pas beaucoup d'histoire, mais vous savez l'histoire, dit Marianne. Puis elle ajouta, Henri m'a souvent parlé des belles soirées d'hiver où vous vous réunissiez, tout dans le salon, devant la cheminée, et où vous parliez des époques les plus passionnantes de l'histoire de France. Oui, c'était de très belles soirées, dit le vieux monsieur Daumier, le regard rêveur, mais je ne sais pas si l'histoire t'intéresse et si elle intéresse Jeannette. Aussi, grand-papa, répond la fillette. J'aime beaucoup l'histoire. En classe, j'étais la première en histoire, tu sais. Bien, mais alors, je ne peux sûrement rien te raconter de nouveau. Essaya de dire monsieur Daumier, mais sa petite fille l'arrêta. Oh, si, grand-papa, tu sais sûrement 1000 choses intéressantes quand on ne nous a jamais enseigné. Et tu racontes si bien. Petite femme, dit le grand-père, puis il commença à raconter. Le chanson de Roland. Vous savez qu'au début du IXe siècle, la France était gouvernée par un très grand roi, l'empereur Charlemagne. En même temps, l'Espagne était gouvernée par les Maures. Voilà, c'est ça l'Espagne. C'est-à-dire par les Arabes. Comme ces Maures ne croyaient pas au même Dieu que les Français, les deux peuples étaient ennemis. Naturellement, ils avaient aussi d'autres raisons d'être ennemis, mais la différence de religion était une des principales raisons. Au moment donc où commence la chanson de Roland, que je vais vous raconter, l'empereur Charlemagne était en Espagne, où il faisait la guerre aux Maures. Il avait passé 7 ans et avait conquis tout le pays, sauf une seule grande ville qui lui résistait encore. C'était la ville de Saragosse. Charlemagne n'avait pas pu la conquérir parce qu'elle était située sur une montagne. Voilà, c'est ça la montagne. Saragosse était la ville où se trouvait le roi Marsile, le roi des morts. Marsile était désespéré de voir son pays passer aux mains de son plus grand ennemi. Et pour savoir ce qu'il pouvait faire pour reconquérir l'Espagne, il fit venir ses meilleurs conseillers. Celui qui parla le premier fut Blancandrin. Il dit à Marsile, « Roi Marsile, n'ayez pas peur, envoyez à Charles, le fier et l'orgueilleux, des mots de très grande amitié. Donnez-lui beaucoup d'or et d'argent et donnez-lui des chiens de chasse, des lions, des chameaux. Dites-lui qu'il a assez fait la guerre dans ce pays et qu'il devrait retourner en France. Dites-lui que quand il sera rentré en France, vous l'y suivrez et que vous recevrez sa foi et l'accepterez pour roi. Et pour qu'il vous croie, envoyez-lui 10 ou 20 de nos fils. Si vous ne tenez pas vos promesses, il leur fera couper la tête, mais il vaut mieux qu'ils perdent leur tête et que nous ne perdions pas, nous, notre belle Espagne. » Voilà, c'est ça le chameau. Quand Blancandrin eut parlé, les autres conseillers du roi Marsile dirent qu'il avait peut-être raison. Et Marsile décida que Blancandrin et 9 autres avec lui iraient vers l'empereur Charles portant des branches d'olivier en signe de paix. Voilà, c'est ça la branche d'olivier. Quand les 10 hommes arrivèrent devant Charlemagne, ils le saluèrent avec amour et Blancandrin parla, demandant à l'empereur de quitter la belle Espagne et lui promettant
que le roi Marsile le suivrait en France et accepterait sa foi. Et pour que Charlemagne croie à la promesse de Marsile, Blancandrin lui dit qu'il pourrait emmener avec lui 10 ou 15 ou même 20 jeunes gens, fils des premiers parmi les morts. Quand Blancandrin eut parlé, Charlemagne resta longtemps silencieux, puis il décida de donner sa réponse aux morts le lendemain. Le lendemain matin, Charles réunit tous ses conseillers et après leur avoir répété les paroles des envoyés de Marsile, il leur demanda de lui donner conseil. Le premier qui parla fut son neveu Roland. Il dit à Charlemagne: « Malheur à vous, si vous écoutez Marsile. Une fois déjà, il vous a envoyé 15 de ses hommes, chacun portant une branche d'olivier, et ils se sont venus avec les mêmes paroles de paix et d'amour que ceux-ci. Vous avez alors demandé conseil à vos Français, et ils vous ont conseillé d'écouter les Sarrasins. Mais qu'a fait Marsile? Il a fait couper la tête à vos 2 envoyés dans la montagne. Voici mon conseil, continuez votre guerre, comme vous l'avez si bien commencé, et menez votre armée devant Saragosse. Prenez-la et vengez les 2 hommes que Marsile a fait tuer. » Voilà, c'est ça l'armée. Charlemagne ne répondit pas à Roland. Il se mit à penser. La tête baissée, alors un autre Français, Ganelon, s'avança à son tour et dit à Charlemagne: « Malheur à vous, si vous ne croyez pas le roi Marsile, puisqu'il vous promet la paix et d'accepter notre foi, fou est celui qui vous conseille de refuser. » Après Ganelon, c'est Nem qui parla et lui aussi conseilla à l'empereur Charles d'écouter les envoyés du Sarrasin. Alors Charles demanda qui il fallait envoyer au roi Marsile. Roland lui-même et d'autres après lui se proposèrent, mais Charlemagne refusa. Roland proposa alors Ganelon, celui-même qui avait le premier conseillé à l'empereur de croire Marsile, le roi sarrasin. « Il a raison, dirent les autres Français. Vous ne sauriez envoyer un meilleur homme que Ganelon. » Quand Ganelon vit que ce serait lui qui serait envoyé, il se mit dans une très grande colère et promit à Roland qu'avant longtemps il se vengerait. À ce point du récit, M. Daumier fut arrêté par Jeanne qui demanda: « Pourquoi est-ce que Ganelon promet de se venger? Il a peur? » « Oui, il a peur d'être tué par le roi Marsile. Mais pourquoi est-ce qu'il a conseillé à Charlemagne d'accepter la proposition des Sarrasins? Parce qu'il voulait rentrer en France pour retrouver sa femme, qui était la sœur de Roland. » « Oh, Ganelon était le beau-frère de Roland. Je trouve que Roland a mal fait de le proposer comme envoyé auprès des Sarrasins. »« Eh bien, tu verras que Roland sera bien puni. Je sais, il sera tué. On nous l'a raconté au lycée, mais je ne me rappelais plus l'histoire de Ganelon. » Alors, M. Daumier continua. Charlemagne donna à Ganelon son gant. Voilà, c'est ça le gant. Celui de la main droite et son bâton d'empereur, pour que Ganelon puisse prouver à Marsile qu'il était vraiment l'envoyé de l'empereur Charles. Puis il lui donna une lettre pour Marsile et fit sur lui le signe de la croix. Voilà, c'est ça la croix. Et Ganelon partit vers Saragosse. Les dix envoyés du Sarrasin partirent avec lui. C'est alors que Ganelon et Blancandrin firent une chose très laide, car ils décidèrent de faire mourir Roland. Ganelon aimait bien Charlemagne, mais il haïssait Roland. C'est ainsi que le soir du même jour, Ganelon et le roi Marsile se mirent d'accord sur la manière de faire mourir Roland et ses compagnons. Car, comme le dit Ganelon à Marsile, quand il fut devant lui: « Tant que vivra l'orgueilleux Roland, la guerre ne cessera pas entre la France et l'Espagne. C'est lui qui est votre principal ennemi, pas Charles. » « Dites-moi donc, lui demande Marsile, comment je peux faire mourir Roland? »« Je vais vous le dire, lui répondit Ganelon. Envoyez à Charles tant d'or et d'argent et d'autres choses précieuses que tout Français s'en étonne. Alors Charles quittera l'Espagne et partira vers sa douce France. Derrière sa grande armée, en passant les montagnes, il laissera comme arrière-garde son neveu Roland et Olivier, son meilleur compagnon.
et avec eux 20 000 Français. Quand ils seront bien entrés dans les montagnes, envoyez contre eux une première armée de 100 000 de vos Sarrasins. Puis, si ce n'est pas assez, vous enverrez contre eux une deuxième armée. Dans l'une ou l'autre bataille, Roland sera tué. Charles aura alors perdu son bras droit, et toute votre vie, vous n'aurez plus de guerre. Quand il entendit cela, Marsile fut très content. Puis il demanda à Ganelon de jurer qu'il ferait mettre Roland et ses compagnons à l'arrière-garde. Et Ganelon le jura, mettant la main sur la croix. Il savait bien qu'en faisant cela, il trahissait Charlemagne et les Français, mais il haïssait trop Roland pour pouvoir s'en empêcher. Marsile, de son côté, jura de combattre Roland avec toute son armée. Puis il donna à Ganelon des cadeaux très précieux, et pour l'empereur Charles une montagne d'or et d'argent et 700 chameaux pour la porter. Le lendemain, le traître Ganelon arriva auprès de Charlemagne. Il lui dit que Marsile acceptait de changer de religion et de prendre la foi du beau peuple de France, et qu'il acceptait de n'avoir d'autre empereur que Charles. Quand celui-ci entendit les paroles du traître, il fut très heureux et ordonna à son armée de se préparer à entrer en France. Et quand il demanda à ses hommes qui devaient rester à l'arrière-garde, Ganelon répondit « Roland, mon beau-frère !» Charlemagne fut très triste en entendant ces mots, mais il ne put empêcher Roland de rester. Et à la grande douleur de l'empereur, l'orgueilleux Roland ne voulut garder avec lui que ses 20 000 Français, car il ne savait pas que dans les montagnes, 400 000 Sarrasins attendaient déjà, et qu'il ne pouvait que perdre la bataille qui viendrait. Et Charlemagne, le cœur douloureux, se mit en marche vers la France, laissant Roland derrière lui. Il avait peur de ne jamais le revoir. Il avait le sentiment que Ganelon l'avait trahi et que Roland était en grand danger. Et il avait raison de craindre le pire, car déjà les Sarrasins approchaient de l'arrière-garde de Roland. Quand ils furent tout près des Français, les Sarrasins firent sonner 1000 clairons. Voilà, c'est ça le clairon. Sûrs déjà de vaincre, et quand les Français les entendirent, ils se dirent « Dieu soit avec nous, voilà sûrement les Sarrasins !» Mais ni Roland ni aucun de ses compagnons n'eurent peur, ni aucun des 20 000 Français, car ils pensaient que Dieu ne les abandonnerait pas. Seul Olivier, le meilleur des compagnons de Roland, quand il fut monté sur la montagne et qu'il vit le grand nombre de Sarrasins qui se préparaient à l'attaque des Français, qui se préparait à attaquer les Français, dit à Roland « Roland, mon compagnon, sonnez l'olifant. Quand Charlemagne l'entendra, il reviendra avec ses armées et nous secourra. Car par la trahison de Ganelon, nous voilà en grand danger. Nous sommes peu nombreux et les Sarrasins sont plus de 100 000. » Mais l'orgueilleux Roland lui répondit « Jamais, je ne sonnerai l'olifant. Il ne sera pas dit que j'ai pris peur. » Les Français se battront comme des lions. Ils frapperont sans pitié et ceux d'Espagne n'échapperont pas à la mort. Et Roland ne sonna pas l'olifant. Quand les Français virent les Sarrasins descendre des montagnes, ils descendirent de leurs chevaux et ayant mis genoux à terre, prièrent Dieu de les aider à bien combattre. Puis ils se relevèrent, remontèrent sur leurs bons chevaux, et tous ensemble, sans craindre la mort, attaquèrent les Sarrasins. Ils étaient décidés à vaincre, mais à vaincre seuls, car ils savaient bien que Charles ne pouvait plus les secourir. Et avant de se lancer dans le combat, ils jurèrent de mourir plutôt que de s'enfuir. Le combat fut dur, beaucoup de Sarrasins, et parmi eux le neveu du roi Marsile, Aelroth, qui conduisait l'armée, furent tués par les Français. À chaque instant dans la bataille qui ne s'arrêtait pas un moment, on entendait les cris de guerre de Charles. Montjoie, mais aussi combien de Français, jeunes et beaux, qui ce jour-là virent pour la dernière fois la lumière du jour. Le sang coulait,
À chaque instant, Roland perdait un de ses hommes. Cependant, tel était le courage des Français que des 100 000 Sarrasins du neveu de Marsile, il n'y en eut pas un seul qui échappa à la mort. Mais Roland et Olivier, son cher compagnon, les Français qui n'avaient pas été tués, eurent juste le temps de prier pour leur mort et de faire sur eux le signe de la croix. Car déjà arrivé vers eux, Marsile avec sa grande armée, 7000 clairons sonnèrent, annonçant le combat prochain. Alors Roland réunit ses hommes et ensemble, ils jurèrent de résister jusqu'à la mort et de prouver à Charles qu'il n'y avait pas meilleur peuple que celui de France. Cette bataille fut encore plus dure que la première, car Marsile avait tous ses morts à venger, et parmi eux son neveu. Mais les Français ne craignaient pas la mort. Quand Roland vit qu'il ne restait plus que très peu de Français, il dit à Olivier: « Olivier, frère, je sonnerai l'olifant. Charles entendra, les Français reviendront, ils nous secourront. » Mais Olivier lui répondit: « Sonnez maintenant votre olifant, serait une chose bien peu courageuse. Quand il était encore temps, vous avez refusé de le faire. Si vous le faites maintenant, ce ne sera plus par mon conseil. Vous avez été trop orgueilleux, et si tant de Français sont morts aujourd'hui, c'est votre faute. Et avant ce soir, nous serons morts tous deux. » Il avait raison, Olivier. Les Français c'étaient courageux et ils se battaient comme des lions. Mais les Sarrasins étaient trop nombreux. Roland sonna l'olifant si fort que Charlemagne l'entendit et revint en arrière, mais il était trop tard. Voilà Roland qui sonne l'olifant. Charles ordonna à ses hommes de saisir Ganelon le traître et de le mettre en chaîne. Voilà, ce sont des chaînes. Mais rien ne pouvait plus empêcher Roland et ses compagnons de mourir. Quand Charlemagne arriva au lieu de la bataille, les Sarrasins s'étaient enfuis, mais des 20 000 Français, pas un n'était en vie. Roland avait combattu plus courageusement que tous les autres, mais il avait été blessé à mort. Et quand l'empereur arriva, il était mort. Il était tard quand M. Daumier finit son histoire. Pendant quelques minutes, personne ne dit rien. Jeanne, surtout, était très silencieuse. L'histoire de Roland avait été si passionnante. Quand elle revint du IXe siècle, où le récit de son grand-père l'avait porté, ses premiers mots furent: « Oh, grand-papa, raconte-nous encore quelque chose. » « Non, Jeannette, pas ce soir, lui répondit M. Daumier, mais demain soir si tu veux. Oui, oui, que veux-tu que je vous raconte? L'histoire de Jeanne d'Arc. Bien, alors demain soir, s'il n'arrive rien qui nous en empêche, je vous raconterai la vie de Jeanne d'Arc, dit-il, et tout le monde alla se coucher.